Bienvenue à tous. Je me présente rapidement. Je suis Olivier Bourdon, je suis le directeur de la Fédération des boutiques à l'essai. Je vais vous en parler juste après, mais pour des raisons techniques. Je vais vous diffuser un petit film tout de suite je vais switcher avec l'autre ordinateur sur un reportage TF1 qu'il y a eu sur nous. Je trouve qu'un reportage TV résume bien un peu le concept. Ce matin, je suis là pour répondre à vos questions et vous donner un peu mon retour d'expérience sur tout ce qui est pop-up, sur tout ce qui est boutique à l'essai, sur tout ce qui est boutique école. Je sais pas tout, mais j'en sais déjà pas mal puisque c'est vraiment notre cœur de métier. Je vous passe le petit reportage de TF1 et qui est une petite introduction. Nous vous parlons souvent dans ce journal des difficultés rencontrées par les commerçants lorsqu'ils démarrent leur activité, notamment dans les centres-villes. Il existe une solution encore peu connue, on appelle ça des boutiques à l'essai. En clair, les commerçants peuvent bénéficier d'un local, d'un prêt, à des conditions très avantageuses. Dans le Nord, Marion Fiat et Thierry Chartier ont hésité entre une mercerie, une boutique de vêtements et une maroquinerie. Regardez le résultat. Martine a 55 ans et après avoir travaillé dans une usine de confection de lingerie puis dans la vente, elle a été licenciée l'année dernière. Alors, elle a décidé de créer son propre emploi en ouvrant sa propre boutique, de lingerie évidemment. Et après 6 mois d'ouverture, ses résultats sont au-dessus des prévisionnels. Son projet semble voué au succès. Je voulais redonner aux clientes un service. Et c'était un service de la petite boutique, de retrouver un petit peu le style des boutiques comme avant. C'est la preuve qu'à 55 ans, on peut encore faire des choses. Et si Martine a pu ouvrir un commerce alors que dans sa ville, 3/4 des magasins ont baissé le rideau définitivement et que des centres commerciaux toujours plus grands continuent de s'ouvrir, c'est grâce à une fédération, les boutiques à l'essai. Elle met en contact la ville, le bailleur, les banques et permettent à un porteur de projet de tester son concept pendant 6 mois, renouvelable une fois, avec une prise de risque limitée. Maintenant, on a pris le pari de se dire, eh bien, il y a des cellules vides, on va se mettre en relation avec des propriétaires, que ça ne fonctionne pas, et bien on recadre le dispositif. Depuis ses débuts il y a 4 ans, la fédération a permis l'ouverture de 40 boutiques. Claire était la toute première porteuse d'un projet de boutique à l'essai. Son chiffre d'affaires n'a cessé de progresser, plus 10% en 4 ans, ce qui lui a permis d'avoir un salaire fixe tous les mois, déjà, et puis de monter d'avoir plusieurs marques, de créer un carnet homme, parce que j'avais plus de pouvoir d'achat, j'avais plus d'argent dans ma trésorerie pour pouvoir acheter plus. Et ça crée un cercle vertueux, car la présence de commerce en attire d'autres. Ces initiatives permettent aux centres-villes de lutter contre leur propre désertification contre les centres commerciaux, donc bien que nous. Et aux dernières nouvelles, Marion Fiat s'est reconvertie dans la maroquinerie. Je fais juste un petit calage technique, on revient. Voilà. Je vais commencer par un état des lieux. Premier état des lieux, je sais que vous avez tous ces chiffres en tête là, mais il faut savoir que le taux de vacances commerciales en France, c'est 19,6% aujourd'hui. Le taux de vacances commerciales, c'est mesuré tous les ans et depuis chaque année, on prend un point. Chaque année, il y a effectivement le taux de vacances commerciales qui augmente et qui ne cesse de progresser avec beaucoup d'inquiétude. Mais ça, il suffit d'être client de centre-ville pour s'en rendre compte. Je ne vais pas insister sur ce sujet-là. Deuxième point, il est souvent accusé, et je pense à raison, c'est le développement du commerce en ligne. On voit les chiffres qu'il développe. Alors on a beaucoup de mal à avoir des chiffres sur le commerce en ligne en France, parce que les chiffres on a essayé nous d'en avoir quelques-uns. Alors il y en a, mais c'est toujours effectivement on a du mal à voir ce que le digital prend au physique, et puis c'est un vrai débat après de société, je rentrerai pas non plus dans ce débat-là. Troisième constat, on a beaucoup de commerçants qui sont en souffrance. C'est-à-dire qu'on a, nous, ce qu'on a appelé l'effet domino, c'est que vous avez des commerçants qui voient les autres commerçants fermés à côté, et puis c'est le cercle vicieux, où effectivement on ouvre de moins en moins, et à un moment donné on ferme. Et puis on a aussi d'autres commerçants, et on le verra après, et ça c'est encore plus symptomatique et problématique, c'est qu'on a des commerçants qui sont en souffrance, mais comme ils ont un crédit sur les épaules,
ils ne peuvent que ouvrir, et je connais énormément de commerçants qui perdent de l'argent tous les matins en ouvrant le rideau. Pourtant, c'est plus difficile de dire stop, j'arrête, que je continue. Ça, c'est les 3 premiers constats. Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que face à ça, on a des Français qui sont de plus en plus attachés à leur centre-ville. Quand vous consultez les Français, effectivement, ils disent que le centre-ville, c'est un lieu de vie, c'est un lieu où ils aiment flâner, ils aiment aller en famille, et on le voit bien par rapport aux études, de plus en plus de Français remarquent cette vacance commerciale. Et puis, autre phénomène, vous avez de plus en plus de personnes qui veulent créer leur entreprise. Faites un petit tour des... moi, j'interviens des fois sur des universités, des écoles et autres. Quand je fais le sondage de qui veut créer son entreprise, il y a quelques années, il n'y avait pas beaucoup de doigts qui se levaient. Aujourd'hui, les 3/4 de la salle, le mythe de la start-up, de la licorne, bon, mais on en a beaucoup, plus qu'il y a quelques années. Alors, depuis, on va dire que depuis 2011, le phénomène de vacances commerciales a été rendu visible. C'est que depuis l'année 2011, on a commencé à voir les commerces qui se fermaient, on a commencé à voir des linéaires dans certaines villes qui étaient fermées complètement. Et donc, l'idée qui a émergé par rapport à ce qui pouvait se passer, c'est l'histoire des commerces éphémères au début. C'est-à-dire que les commerces éphémères, c'est né aux États-Unis, et puis c'est arrivé dans les années 2000 en France, avec quelques marques qui ont lancé quelques opérations. Et nous, l'idée était simple, c'est de se dire, on a des boutiques vacantes, on a des porteurs de projets, est-ce qu'il n'y a pas un moyen, à un moment donné, de réunir ces deux critères-là, et de monter une action. Donc, tout ce qui est pop-up store, tout ce qui est boutique à l'essai, on va voir la différence après, il y a 2 avantages. Premier avantage, c'est faire occuper des boutiques vacantes par des créateurs. On casse le phénomène de dents creuses et le phénomène de vacances commerciales. Et aujourd'hui, c'est pour ça que vous avez de plus en plus aussi de galeries commerciales, de retail, qui sont en train de travailler sur des pop-up, parce qu'effectivement, il n'y a rien de pire pour le client qu'une cellule vacante. Donc, première action et premier intérêt de tous ces boutiques qui sont éphémères ou boutiques à l'essai, on va voir encore une fois la différence, c'est une action de redynamisation du commerce, puisque ça évite l'effet domino. Deuxième action, et pour nous elle est essentielle, c'est de pouvoir accompagner des gens pour tester leurs projets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez quand même de plus en plus de personnes qui veulent prendre de moins en moins de risques par rapport à la conjoncture actuelle. Et quand vous prenez aujourd'hui un bail 369, vous savez tout ce que ça veut dire, ça nous engage pendant 3 ans. À moins de trouver un accord avec le propriétaire et de lui dire « hop, on verra bien si ça marche pas, et on fait un bail dérogatoire, on verra après ». Mais on a quand même dans la culture beaucoup de propriétaires qui sont sur des baux commerciaux 369, et on a beaucoup de créateurs aussi qui, il y a quelques années encore, n'étaient pas prêts à faire de l'éphémère ou de l'essai. Alors, il y a 3 concepts sur tout ce qui est pop-up store. Vous avez les boutiques à l'essai, je vais vous en parler après. Alors, le principe de la boutique à l'essai, en 2 mots, c'est l'objectif, c'est de transformer l'essai. C'est qu'une boutique à l'essai, on est à l'essai, vous allez le voir juste après là. Pour moi, je comparais une boutique à l'essai comme un CDI de commerçant avec une période d'essai de 6 mois renouvelable une fois. Vous avez de l'autre côté, vous avez tout ce qui est boutique éphémère. Boutique éphémère, c'est du one-shot. C'est-à-dire que je vais arriver sur une durée déterminée pour vendre mes produits sur un lieu, mais je sais que c'est pas définitif. Et puis enfin, après, vous avez de plus en plus, et je crois que c'est ce soir qu'il y a un témoignage, sur tout ce qui est boutique-école. Boutique-école, vous en avez par exemple à Eure à Lille, vous avez une grande boutique, c'est une école effectivement qui fait de la formation et qui propose effectivement du concret directement avec des jeunes qui apprennent à vendre, et ça c'est du direct. Nous, ce qu'on a voulu sur la partie effectivement boutique à l'essai, c'était de se dire la personne teste et peut après poursuivre et garder son local. Les boutiques éphémères, encore une fois, on a des marques qui vont prendre une boutique pour 2 jours. On a, je pense à une entreprise qui s'appelle L'Emplacement qui est à Toulouse
et qui loue une boutique, et on peut effectivement louer sa boutique 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et on choisit la durée. Est-ce que tout est clair sur cette partie-là? C'est bon? Donc ça, c'est à peu près la typologie qu'on a aujourd'hui en France. Vous avez ces 3 cas de figure. Alors, si je fais un petit panorama rapide, les boutiques éphémères aujourd'hui, je pense que vous en avez à peu près dans toutes les villes de France. Parce que soit ça a été piloté comme une action par effectivement un réseau d'accompagnement qui permet d'offrir une cellule à ses créateurs, soit c'est de l'initiative privée, c'est-à-dire que c'est plusieurs créatrices, créateurs qui se sont réunis. Donc le principe de la boutique éphémère aujourd'hui en France, c'est beaucoup développé, mais c'est vraiment du très ponctuel. Alors, quand on a monté les boutiques à l'essai, on a choisi le terme à l'essai, parce que vous verrez dans notre communication, on ne parle jamais d'éphémère. Il y a quelques années, quand vous parliez boutique éphémère, on pensait, vous savez, aux vendeurs de matelas qui arrivent, qui louent un entrepôt, qui met ses matelas, qui fait une belle vente, et puis après qui part 3 semaines après. Donc c'est pour ça que aujourd'hui aussi, ce qu'on observe, et c'est le deuxième constat, c'est que le mot éphémère est devenu un mot qui est moins péjoratif qu'il y a quelques années. Voilà. Et c'est aussi lié au mode de consommation. Alors ce qui va plaire au consommateur, parce qu'on va en parler, du consommateur, c'est important, c'est que ça fait une nouveauté. Et le consommateur des centres-villes aime la nouveauté. Donc c'est pour ça qu'on a cette tendance qui perdure. La difficulté qu'on va avoir sur tout ce qui est boutique éphémère, c'est effectivement la contractualisation avec le bailleur. Donc vous avez beaucoup de bailleurs qui vont le faire à titre privé, et ça va fonctionner. Vous avez aussi des plateformes qui sont mises en place, et notamment une plateforme qui était basée aux États-Unis, qui arrive en France, et qui, elle, est en train de cibler les grandes marques. Ça veut dire que vous êtes LVMH, vous êtes L'Oréal, vous lancez un produit, je vais vous trouver un emplacement à Madrid, à Paris, mais sur des emplacements numéro 1. Et puis vous avez nos collègues, je ne sais pas si vous connaissez les vitrines de France, qui ont mis jelousmaboutique.com en place et qui permet effectivement de référencer différents... vous êtes propriétaire d'une boutique, vous dites, moi je veux bien la mettre en bail précaire. Voilà. Je vais pas trop vite, c'est bon? Oui. Maintenant, je vais faire un petit zoom ce matin. Je suis pas là pour vous vendre de la boutique à l'essai, je vous rassure. Mais on me dit souvent, on m'a demandé de faire une différence entre tous ces modèles-là, parce que c'est des modèles nouveaux, et je voulais vous présenter les 3 concepts, et maintenant je vais insister sur la partie boutique à l'essai. Mais on peut faire un parallèle après sur tout ce qui est boutique éphémère. Juste une petite parenthèse. L'année dernière, à la même époque, on a été mandaté par la ville de La Baule et le groupe Barrière, parce qu'on a eu plusieurs cellules dans un centre commercial à recommercialiser juste sur la période estivale. Donc on a mis en place une opération Summer Shop, et Summer Shop c'était 2 mois avec des marques. On a eu des marques qui sont venues, qui ont exposé. Donc on connaît les 2 éléments. Donc si après il y a des questions sur tout ce qui est boutique éphémère, vous n'hésitez pas. Alors, boutique à l'essai, vous l'avez vu dans le reportage, le principe c'est de transformer l'essai. À chaque fois, on va permettre à quelqu'un de tester son idée dans un local vacant. Cette personne-là va être accompagnée et ensuite, il a l'opportunité soit de rester dans le local, soit de continuer, soit d'arrêter, soit de continuer. Les intérêts, on les a vus. Pour le créateur, il a un local pendant 6 mois à l'essai, il est accompagné. Pour la collectivité, c'est l'image d'une ville qui se mobilise. Aujourd'hui, il y a 8 Français sur 10 qui considèrent que c'est à la ville, à la commune, d'agir pour le commerce de centre-ville. Ça, c'est un sondage qui a eu lieu par Centre-Ville en Mouvement. C'est-à-dire que le Français qui est attaché à son centre-ville pense que c'est du ressort de la mairie de s'occuper du commerce. Sauf que quand vous discutez avec les élus, vous avez les 3/4 des élus qui vous disent « Moi, les commerçants, je m'en suis jamais occupé. Et aujourd'hui, je ne sais pas m'en occuper. » Alors, le principe de la boutique à l'essai, c'est 4 piliers. Premier pilier, bien entendu, c'est le local à loyer modéré. Donc on va effectivement négocier avec un propriétaire des locaux entre 30 et 60 mètres carrés, avec effectivement peu de travaux de rénovation, ou s'il y a des travaux, c'est le propriétaire qui les fait à sa charge.
Deuxième pilier important, et pour nous c'est essentiel, c'est l'accompagnement personnalisé du ou des porteurs de projet. Et ça, pourquoi réinventer ou recréer des outils, puisque tous les acteurs sont déjà sur le territoire. Donc notre idée était simple, c'est de se dire faisons une action partenariale, c'est-à-dire que sur chaque opération qu'on met en place, systématiquement sont partenaires les chambres consulaires, les plateformes initiatives et tous les acteurs de l'entrepreneuriat. Ce qu'on a rajouté en plus, et ce qui était une surprise, c'est que lors de la première opération, on est allé voir d'autres partenaires, banques, assurances. Et l'assureur nous a dit, moi ça m'intéresse votre action, je veux bien offrir l'assurance pendant 1 an. Le banquier a dit, moi j'offre les frais de dossier, j'offre effectivement le TPE, et même certains ont dit, j'offre le champagne pour l'inauguration. Voilà. Donc, le réseau de partenaires chez nous, en tout cas sur les boutiques à l'essai, c'est essentiel. Alors, il y a d'autres concepts qui se sont mis en place depuis qu'on existe, mais on a du mal à retrouver ce réseau de partenaires. Je vais être sincère avec vous, il y a certains qui disent, nous c'est notre concept, on veut notre propre concept, mais on travaillera avec personne d'autre. La Fédération des boutiques à l'essai, nous, notre concept, c'est l'inverse, c'est de dire, on a un rôle citoyen, autant se faire ce rôle citoyen-là et faire travailler tous les acteurs. Puis, dernier pilier, c'est la partie financement à travers le prêt d'honneur à 0%. On est partenaire avec Initiative France. Il faut savoir qu'en France, on a signé plus de 600 conventions de partenariat avec les acteurs locaux. Et à chaque fois qu'on met en place une opération, on a à peu près en moyenne 6 partenaires qui sont sur l'opération. Sur les boutiques à l'essai en 2 mots, la fédération, on est une association loi 1901 à but non lucratif. On est la seule fédération nationale. On est créé depuis novembre 2014 et nos adhérents, ce sont les collectivités. Aujourd'hui, en fait, on est présent sur... on a fêté la 100e ville de France qui duplique le concept et on a 55 boutiques à l'essai ouvertes. Pourquoi la différence entre 100 opérations et 55 boutiques à l'essai? Parce que bien entendu, une opération met un peu de temps avant de se monter. Et c'est tout à fait normal. Ce qu'on observe aussi, alors, c'est 80% des créateurs qui font la période d'essai transforment l'essai. Et ce qui est super dans l'histoire qu'on raconte, et c'est ce qui nous motive au quotidien avec l'ensemble des partenaires, c'est qu'en fait, quand vous proposez une action concrète, on voit que les propriétaires sur qui on tire tous les jours, qui veulent soi-disant pas baisser leur loyer, qui ont des exigences, un propriétaire, il veut qu'une chose, c'est que son local soit loué et pas être embêté par quelqu'un qui ne paye pas son loyer. Moi, j'ai vu un propriétaire qui m'a dit « Je viens de récupérer les clés de mon local depuis... Ça fait 1 an et demi que j'ai pas eu de loyer. Ça fait 1 an et demi que je suis en procédure. » Sauf qu'il avait un crédit sur le dos à rembourser. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de propriétaires qui ont été chaudés. Donc 80% des créateurs qui sont à l'essai transforment l'essai. Et ce qu'on a observé, c'est un effet induit, c'est qu'une boutique à l'essai qui réouvre fait réouvrir à côté 5 autres commerces. Pourquoi? Parce que c'est, tiens, il y a une communication sur un endroit de la ville, et effectivement, c'est the place to be, donc ça veut dire qu'il faut que je sois à côté. Et c'est comme ça que vous voyez dans d'autres villes, rien à voir avec nous, mais vous voyez effectivement des rues qui étaient complètement désertifiées, avec effectivement des activités où vous avez des activités plutôt artisanales, plutôt made in France qui arrivent, et puis très vite la rue se remplit. Parce que le monde attire le monde. C'est juste la progression. Après, je vous expliquerai un peu comment tout ça a démarré, mais on a démarré, nous, fin 2014. On nous a pris pour des fous parce qu'on nous a dit une fédération, qu'est-ce que vous allez proposer? Et puis aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une vraie demande à la fois des collectivités. Il y a une demande des partenaires techniques qui nous disent, moi, j'ai envie de mettre en place des opérations, mais j'ai pas le temps de m'occuper que de ça. J'ai d'autres actions à faire aussi. Donc aujourd'hui, la progression... En 2019, on a bien atteint la centaine de communes adhérentes et on devrait atteindre les 60 boutiques ouvertes à la fin de l'année. On a eu la chance aussi que le concept parle aux journalistes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes journaliste et que vous faites un sujet sur la redynamisation du commerce en France, je suis désolé, il n'y a pas grand-chose. Nous, on a essayé de... J'ai donné un challenge à l'équipe il y a quelques semaines, je leur ai dit mettez-vous à la place d'un élu, et je suis élu d'une commune, quelles sont les actions concrètes que je peux mettre en place pour redynamiser mon centre-ville?
Je leur avais demandé de trouver 10 solutions chacun. Je peux vous dire qu'on a un peu tourné. Alors ensuite, point important, nous, notre concept boutique à l'essai, il s'était établi au début sur les centres-villes. Centres-villes de plus de 8000 habitants. Et puis après, on a la Caisse des dépôts qui est venue nous voir et qui nous a dit, dans les quartiers, il y a aussi des boutiques qui sont vides, est-ce que vous pouvez tenter une aventure? Donc là, on a décidé effectivement de mettre en place Ma Boutique Mon Quartier. Et l'objectif Ma Boutique Mon Quartier, cette fois-ci, c'est d'impliquer les habitants du quartier dans l'activité. Ça veut dire que on organise une réunion avec les habitants du quartier, on leur explique ce qu'on va faire dans le quartier, et après on met en place l'action. Et puis le dernier né qui est arrivé, c'est qu'on a eu des communes rurales qui nous ont appelés en disant il faut sauver notre dernier commerce du village. Et on s'est dit comment on peut transposer le concept de boutique à l'essai sur un village. Ça a demandé un peu de temps parce que vous n'êtes pas sans savoir que le commerce en milieu rural c'est très spécifique. Et donc là on a mis en place une nouvelle action qui s'appelle Mon Commerce, Mon Village. Et l'objectif est simple, c'est que d'un côté, vous avez des élus qui sont prêts à investir sur des locaux vacants et qui sont prêts à faire des travaux. Et de l'autre côté, nous, ce qu'on veut apporter, c'est une boutique clé en main. Je vais vous donner l'exemple concret. Notre idée, c'est de demander aux habitants du village ce qu'ils veulent comme activité. On va prendre un petit village qui dit « Moi, je veux un boulanger ». Notre objectif, c'est que la mairie finance les travaux de la boulangerie, de rechercher un candidat qui soit boulanger, de lui laisser les clés du local équipées, clé en main, pendant 12 mois, et au bout de 12 mois, on fait le point. Alors vous allez me dire, c'est bien votre idée, ça existe déjà. Et cette idée-là, on la couple à une autre idée, qui est de se dire, vous avez tout ce qui est finance participative et engagement, vous avez des habitants qui veulent s'impliquer, donc nous, ce qu'on veut, c'est que les habitants puissent précommander leur baguette. C'est-à-dire que la difficulté qu'on a en France, soyons clairs, sur le commerce en milieu rural, c'est que vous avez les inactifs qui vont consommer dans le commerce, mais les actifs qui partent le matin à 7h30, qui rentrent le soir à 19h et qui ne vont pas consommer. Par contre, si mon boulanger sait que à 18h30, il y a 100 baguettes qui partent, et mes clients savent qu'à 18h30, il y a une fournée qui les attend parce que c'est précommandé, ils vont passer. Moi, j'habitais un petit village, j'étais frustré de me dire, si je passe à 19h, le boulanger va me regarder avec une tête pas possible, et en plus, le pain, il sera froid, quoi. Je vais pas trop vite, je continue, c'est bon? Un peu vite. Petit tour d'horizon, là, juste. J'ai pris un exemple concret. Tout a démarré, les boutiques à l'essai à Noyon. Noyon, on est effectivement, les retours aujourd'hui de l'opération, c'est à travers les articles de presse, c'est une ville qui se mobilise pour le commerce. Je pense que vous avez aujourd'hui beaucoup de consommateurs qui ont envie de voir que ça bouge pour le commerce et de voir qu'on fait quelque chose. Deuxième chose avec les boutiques à l'essai, on a un retour de clientèle qui venait plus. C'est-à-dire que nous, par exemple, vous avez vu Claire qui a ouvert une boutique de vêtements, de prêt-à-porter. Elle a ramené une clientèle qui ne venait plus parce qu'il n'y a plus cette offre-là sur le centre-ville. On a eu l'arrivée de 8 nouveaux commerces qui ont ouvert. Et puis c'est surtout un projet qui a permis de fédérer les différents acteurs. Et je vais vous donner un exemple très simple. Le premier jour où Claire a ouvert sa boutique, il y a un laveur de carreaux qui est arrivé et qui a commencé à nettoyer la vitrine. Et puis elle lui dit, vous faites quoi? Il dit, je nettoie votre vitrine. Et elle lui dit, je vous dois combien? Il lui dit, non, c'est gratuit, c'est mon cadeau de bienvenue, parce que je sais que vous êtes à l'essai. Et comme ça, on a réussi avec plusieurs acteurs à créer une dynamique. Et quand vous allez sur Noyon aujourd'hui, c'est vrai que boutique à l'essai, les gens voient le côté positif en disant, on essaye de défendre le centre-ville. Et puis après, vous le savez bien, c'est les bénéficiaires qui témoignent le mieux du dispositif. Et ça, on a pu compter sur elle. Et là, on est avec une troisième boutique à l'essai qui est en cours d'ouverture. Puisque l'objectif, c'est qu'une fois qu'une opération est montée dans un local et que le bail on passe en bail 369, on enchaîne avec une autre opération. Alors, on m'a demandé de vous présenter les étapes de montage d'une opération. Première étape chez nous, c'est qu'on va identifier un local. Le local, on l'a vu,
soit il y a des travaux à faire, le propriétaire les fait, soit effectivement le local est déjà prêt à être utilisé. C'est pas la plus grosse difficulté malgré ce qu'on peut croire. Après, l'objectif, c'est de dire, on a trouvé le local, on va mobiliser les acteurs locaux pour travailler sur le projet. Donc ça, le chef de file, c'est souvent la collectivité, ou c'est un partenaire local, ça peut être une chambre de commerce, ça peut être une plateforme initiative, une chambre de métier. Enfin, on a vu sur différents territoires, il y a plusieurs cas de figure. Troisième étape, et c'est l'étape essentielle, c'est l'appel à candidature. Ça veut dire que vous le voyez en haut, c'est le stickage de la boutique qui dit « Et si cette boutique était la vôtre ?» Et là, on va accueillir les porteurs de projets qui sont intéressés par la boutique. On va les accompagner avec les partenaires locaux, et après, il va y avoir un comité de sélection qui se réunit. Et le comité, on a des banquiers, des avocats, des experts comptables, l'association des commerçants, on a des élus, et l'objectif, effectivement, c'est comme un comité de sélection, on va choisir le dossier qui correspond le mieux. Ce qui nous permet aussi en mobilisant l'ensemble des partenaires, d'avoir une bonne vision de ce que le territoire a besoin. C'est que si vous mettiez un énième magasin de cigarettes électroniques, aucun intérêt, dans certaines villes. On a vu, nous, par exemple, et c'était assez surprenant, on a vu des villes où on nous a présenté les dossiers, le dossier d'une auto-école. Pour moi, c'était pas boutique à l'essai. Et la commune nous a dit, si, il nous fallait cette activité-là, juste à côté. Parce que ça draine du monde, parce qu'il y a des étudiants qui ont besoin de passer le permis. Il y avait une demande de la collectivité. Et si nous, on avait étudié le dossier à froid chez nous, on ne l'aurait pas passé. D'où l'intérêt de travailler avec les acteurs locaux. Une fois que le candidat est sélectionné, on passe à l'ouverture de la boutique. Et après, on met en place un suivi avec le commerçant. L'objectif, c'est qu'au bout de 6 mois, tous les mois, il a un tableau de bord à compléter. Et les premières semaines, c'est un appel régulier pour savoir où il en est. Et au bout de 6 mois, on fait le point. Est-ce qu'il continue? Est-ce qu'il arrête? Est-ce qu'on renouvelle la période d'essai? Voilà. J'ai bientôt fini. Alors, avec le recul et avec une centaine d'opérations, les clés de réussite, mais je pense que c'est... Enfin, nous, c'est notre philosophie, et je pense que il y a d'autres façons de faire, mais on a identifié 4 points essentiels. C'est le local, bien choisir le local et l'emplacement. Ça paraît logique, mais on a vu dans certaines villes des locaux qui avaient été identifiés préalablement, qui étaient dans des rues pas du tout passantes, parce qu'on avait été à la facilité de trouver un bailleur qui était prêt, et qu'effectivement, quand on a un emplacement qui est numéro 1 ou numéro 1 bis, des fois c'est un peu plus compliqué à trouver. Le porteur du projet, parce que ça va rester l'ambassadeur de l'opération, et que il faut vraiment qu'on ait tout cet accompagnement, et qu'on ait vraiment une personne qui est prête à suivre l'aventure. Le réseau de partenaires locaux, parce que sans les partenaires locaux, une opération portée par une seule structure, moi je trouve ça inquiétant, parce que on a des communes qui ont décidé de faire toutes seules des opérations, et en fait on se rend compte avec le recul, il y en a qui nous ont appelés en disant « Help, aidez-nous », parce qu'on trouve personne, on a mal monté l'opération, et nous on reprend pas une opération qui a été mal montée. Parce que c'est catastrophique si vous montez une opération boutique à l'essai ou boutique éphémère et que ça ne marche pas, l'effet il est encore pire qu'avant. C'est là où j'insiste sur les effets, parce que une opération mal montée, c'est en termes de communication, on fait 2 fois pire. Et puis après, l'intérêt de chez nous, c'est qu'effectivement, c'est à la fois quand l'expérience qu'on a, on fait de la boutique à l'essai tous les jours, donc je peux vous garantir que les questions sont régulières, et c'est souvent les mêmes problématiques qui reviennent. Et il y a des fois, effectivement, ça fait du bien d'avoir un peu de recul et de se dire, j'ai une fédération nationale qui connaît, qui a travaillé avec des avocats, avec des spécialistes sur les questions techniques. Parce qu'il y a des histoires de baux, il y a des histoires de réglementation, et c'est vrai que c'est compliqué. Ça paraît simple, que ce soit boutique pop-up, boutique à l'essai, on se dit, bon, trouver un local, c'est facile, etc., on déplie, et on y va. Et finalement, on se rend compte que c'est pas forcément notre métier. Notre métier, c'est d'accompagner les gens, c'est pas d'être aux commandes,
et d'ouvrir sa propre boutique. Je discutais effectivement hier avec une personne qui fait des pop-up stores. Il me disait à chaque fois que j'ouvre une boutique, j'ai l'impression que c'est ma boutique que j'ouvre. Je disais, nous c'est pareil. Il y a tout. Vous êtes responsable, quoi. Voilà. J'ai voulu être succinct. On va laisser la place aux questions-réponses. Il nous reste combien de temps? 5-10 minutes. Je vais faire passer le micro. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour, donc moi je suis Aurélie de la CNA du Gers et j'avais une question sur la manière dont vous convainquez les bailleurs en fait, parce que pour moi dans votre opération ça me paraît une des difficultés, d'arriver à convaincre le bailleur de, j'imagine, baisser son loyer, d'accorder un bail précaire avec, j'imagine, un test qui peut être positif ou pas, quoi. En fait, c'est la force du concept. Le bailleur, en fait, on a compris qu'il voulait être rassuré. Donc, si vous vous arrêtez la première étape, vous allez dire, le bailleur, lui, il veut trop cher de son loyer, et vous en avez qui vous disent, moi, ça m'intéresse pas. Nous, on va le voir en lui disant, c'est simple, on met quelqu'un qui est accompagné chez vous pendant 6 mois. Si au bout de 6 mois, ça marche pas, on fait une extraction du candidat, c'est-à-dire qu'on l'extrait de la boutique, parce qu'on a travaillé le plan de financement et tous les éléments, et on vous en met un autre. Ça, c'est le discours. Donc, le bailleur, lui, il est rassuré. Et le créateur, c'est pareil, on lui dit, si jamais ça fonctionne pas, bah vous avez un bail dérogatoire, vous sortez de la boutique et on arrête. Voilà. Oui, mais un propriétaire, il préfère faire une minoration de loyer plutôt que d'avoir un local vacant. Et la minoration moyenne, parce qu'on nous la demande souvent, les minorations de loyer, le plus important, on a vu 50% de remise, et en moyenne, on est autour de 20%. Alors nous, on a une technique qui est simple, c'est qu'on n'impose aucune réduction fixe, parce qu'on estime que c'est au propriétaire de proposer par lui-même, et c'est au partenaire de valider si le loyer il est vraiment cohérent ou pas. Oui. Oui. On signe un contrat avec le bailleur, et dans le contrat, c'est un contrat tripartite. Où le créateur signe, nous la fédération et le bailleur, et on s'engage sur la suite de l'opération. Qu'est-ce qui va se passer après et qu'est-ce qui se passe si ça ne se passe mal, si ça se passait mal. Aujourd'hui, je vais juste aussi vous donner un chiffre, on n'a eu aucun impayé de loyer. Et là, à tel point qu'on est en négociation, nous, avec plusieurs assureurs pour travailler sur une garantie de loyer impayé. Et on arrive en disant, voilà, on a 55 boutiques ouvertes, 0 impayé de loyer, est-ce que vous voulez mettre en place avec nous une garantie de loyer impayé? Bon, les assureurs, ils sont plutôt contents de venir avec nous. Une question concernant le suivi du commerçant. Je voulais savoir par qui l'accompagnement est réalisé d'une manière générale. Alors, 2 étapes. Le suivi en amont, c'est-à-dire l'accompagnement, sur la partie accompagnement, c'est les partenaires. On définit avec la collectivité qui porte l'opération quels sont les partenaires qui vont travailler sur les sujets. Donc, il y a des communes qui nous disent, moi, je travaille bien avec la Chambre de commerce, d'autres qui nous disent, je travaille bien avec BGE, d'autres avec le réseau Initiative. Et nous, on s'immisce pas dans ces éléments-là. Et c'est à chaque réseau aussi de présenter sa proposition. Et une fois que la boutique est ouverte, il va y avoir un double suivi. Nous, fédération, parce que c'est compliqué pour certains commerçants de donner ces chiffres tous les mois à des gens qui sont les voisins ou qui sont à côté. Il y a un tabou en France, c'est comme les salaires, personne donne son salaire. Donc des fois, on s'est rendu compte que c'est plus simple d'envoyer un tableau de bord à une fédération nationale que de le donner à son accompagnateur. Et il y a d'autres opérations où c'est l'inverse, on a du mal à avoir au niveau national les chiffres, donc on va travailler avec le réseau d'accompagnement local qui va s'occuper du suivi. Voilà. Et j'ai oublié de vous dire, et point important, on a un partenariat national avec CER France qui aujourd'hui travaille avec nous sur toutes les opérations. Ça veut dire qu'on a un partenaire expertise comptable qui travaille avec nous, bientôt un partenaire assurantiel, et j'insiste encore une fois, et c'est vraiment important sur notre philosophie, c'est qu'on a signé plus de 500 chartes de partenariat avec les acteurs locaux. Parce qu'encore une fois, on ne veut pas arriver... Nous, l'objectif, c'est pas de faire notre communication fédération des boutiques LC, on s'en moque. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que l'opération puisse être dupliquée. Et
après, vous le verrez sur toutes les stickages de vitrine, vous avez souvent le logo de la CCI, le logo de la plateforme, le logo de la chambre de métier, le logo de BGE. Voilà, c'est le collectif pour le bien de la commune. C'est Denis. Le sourcing pour les locaux et en même temps le sourcing pour les candidats. Vous vous déplacez, comment vous faites? Est-ce que vous êtes alimenté naturellement? Est-ce qu'il y a une plateforme? On a mis en place, nous, une méthode de prospection des locaux vacants, avec où on va former nos adhérents sur la partie approche des bailleurs, première étape. Et sur la partie sourcing du candidat, plus de 70% des candidats qu'on reçoit, c'est lié à la vitrophanie et aux relations presse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez une opération qui se lance, il y a... je vais vous donner une anecdote. Il y avait un élu, c'était sur la ville de Castel-Sarrazin, qui m'avait dit « Vous savez, nous, quand on lance une opération avec la mairie, avec les journalistes, il n'y a jamais trop de journalistes. » Le jour du lancement, il n'en revenait pas parce qu'il y avait la radio, il y avait la presse, il y avait tous les journalistes. Et il me dit « Waouh, je pensais pas que ça allait les intéresser. » Quand TF1 est venu à Bruay-la-Bussière, c'est assez perdu quand même, dans le fin fond du Nord. Moi, je me souviens qu'on me disait, les journalistes, on va avoir du mal à les avoir. Et pourtant, on a TF1 qui se déplace parce que ça les intéresse. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les retours presse sont importants, parce que finalement, autre point important, et ça c'est important de vous le préciser, on observe que les gens qui vont occuper les boutiques à l'essai, ce sont des primo-créateurs, et ce sont des gens qui n'ont pas vu les réseaux d'accompagnement. C'est-à-dire que c'est des gens qui se promenaient dans le centre-ville, et on a déclenché l'idée à un moment donné qu'ils avaient en tête d'ouvrir un commerce, et ce qui fait l'élément déclencheur et qui dépose leur dossier, c'est le côté rassurant. Je suis rassuré parce qu'on me propose une boutique, je peux la visualiser, j'ai un loyer négocié, j'ai des gens qui m'accompagnent. Donc on se retrouve avec des profils, nous, de candidats qui sont intéressants, des gens effectivement qui sont demandeurs de conseils et d'accompagnement, et où on arrive à faire des choses pédagogiques avec elles. C'est bon, j'ai répondu. Pardon. C'est pour enregistrer. D'accord. C'était juste en complément, alors je ne sais pas, peut-être vous l'avez abordé en début de conférence, mais par rapport au sourcing des locaux, du coup vous dites que ça passe par nos adhérents. Vos adhérents, c'est des collectivités, c'est essentiellement? D'accord. Donc par exemple, les chambres de commerce ou autres, est-ce que vous avez des adhésions de la part des chambres de commerce En fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens qui nous ont appelés pour développer le concept étaient des collectivités qui voulaient travailler sur l'action commerce. Et à partir de là, nous, on leur a dit, il y a des acteurs localement qui interviennent, avec qui vous pouvez travailler, et on veut que ces acteurs-là soient impliqués. Donc à chaque fois, en fait, qu'on met en place une opération, dans la méthodologie, on travaille sur la partie mobiliser les partenaires de mon territoire. Et on a, alors ça va peut-être vous surprendre, mais on a beaucoup de pédagogie vis-à-vis des élus ou des équipes techniques des communes, de dire qui sont les partenaires de la création. Parce que souvent, moi j'ai remarqué à ma grande surprise les gens ne se connaissent pas en fait. On est sur une commune, ils connaissent pas la plateforme initiative, ils ont un interlocuteur CCI qu'ils ont vu de temps en temps, mais des fois il y a des difficultés, et souvent la personne qui va faire le lien, c'est le manager de centre-ville. Mais quand il n'y a pas de manager de centre-ville, c'est plus compliqué, quoi. Voilà. Pour rebondir sur le sourcing des candidats, comme c'est beaucoup par presse et vitrophanie, combien de candidats en moyenne vous avez sur un local pour une ville moyenne? Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Et du coup, quels sont vos critères pour vraiment départager les critères finaux, si on va dire des dossiers équivalents ou des activités équivalentes? Quels sont vos critères? Et puis, merci. En fait, par rapport à une opération boutique à l'essai, je vais vous donner une stat qui n'en est pas une, mais vous allez voir pourquoi. Sur des opérations, on a 2 candidats qui déposent un dossier, et sur d'autres, on a vu 50 dossiers.
Je vais vous donner un exemple concret. Quand la ville de Pau a annoncé effectivement qu'elle rejoignait la Fédération des boutiques à l'essai, ils ont eu, dès le lendemain, ils ont eu beaucoup d'appels. On a eu Marseille qui a rejoint l'opération. C'est pareil, c'est tout de suite, c'est un flux d'appels. Et puis on a d'autres villes où il n'y a pas beaucoup d'appels. Et là, c'est pour nous, et c'est ce qu'on explique aussi à nos adhérents, c'est l'offre à la demande. On ne peut pas se dire, je ne donnerai pas le nom, mais là on est sur une commune du nord de la France. Commune qui nous a mandaté via un partenaire pour travailler avec eux. Avant d'arriver sur la ville, moi je traverse 1 kilomètre de zone commerciale qui touche la commune. Et on me dit le centre-ville est en train de mourir. Trouvez-nous une solution et les boutiques à l'essai c'en est peut-être une. Si je lance un appel à candidature sur cette ville-là, je ne vais pas avoir 50 candidats. Donc à un moment donné, on le dit aussi aux gens avec qui on travaille, on n'a pas de baguette magique, on crée le contexte favorable et l'action pour faire quelque chose. Donc c'est vrai que, suivant les villes, voilà. Après je vais prendre une autre ville, Sorgues, on a eu Sorgues effectivement, eux ils ont eu tellement de demandes qu'ils ont dû ouvrir, et on avait anticipé avec eux, d'autres boutiques à côté qui étaient disponibles. Et là on est avec une autre ville qui nous a dit la même chose. C'est-à-dire que ils avaient un comité, ils ont eu du mal à choisir un dossier. Finalement, ils en ont choisi 3. Alors, ils se sont dit, on va ouvrir une boutique à l'essai, et puis les 2 autres, on va leur trouver une autre boutique à l'essai. Et c'est à nous de négocier avec un propriétaire. Et tant mieux. Alors, on n'a jamais eu de boutique à l'essai qui n'a pas été occupée. On n'a jamais été, nous, amenés à destiquer une boutique et à dire, ça c'est notre bête noire de se dire un jour, il n'y a pas de candidat, on destique, on remballe, et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a lancé une opération et que sur le territoire, il n'y a personne, quoi. Pour l'instant, je touche du bois, il n'y a pas eu de... Voilà. Je vous dis pas que ça a été tous les jours facile, mais voilà. Bien, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Merci de votre attention.